Novembre est bien entamé, et à présent je marche à nouveau normalement. Je commande toujours la compagnie, mais aux dernières nouvelles, le futur patron devrait arriver de métropole sous peu. Puis ce sous peu ne point durer trop longtemps. Les ralliés sont parfaitement intégrés dans la harka du village, et ils participent maintenant à l'ensemble de nos activités. Malgré tout, les appelés éprouvent à leur égard une certaine appréhension, et chatoises qui partagent leur point de vue m'en fait part. Mon lieutenant, lorsque je suis sur le terrain avec ces hommes qui nous auraient tiré dessus il y a moins d'un mois, j'avoue que je ne me sens pas à l'aise, et les soldats non plus. Écoutez, mon vieux, je crois que vous ne voyez pas bien le problème. Ils se sont mouillés jusqu'à l'os en se ralliant, et ils risquent, ainsi que leurs familles, les plus terribles représailles. S'ils avaient voulu faire un mauvais coup, ils auraient eu maintes occasions pour en profiter depuis qu'ils sont avec nous. Un coup de fusil est si vite parti. Peut-être bien, mais le malaise existe. Je me demande si eux aussi ne le ressentent pas. Quand la confiance n'est pas là, c'est mauvais pour tout le monde. Soudain, j'ai une idée, comme une pulsion, mais elle comporte une part de risque. Si je veux établir le contact entre les appelés et les harkis, c'est le seul moyen. Eh bien, chatoise, voilà ce que j'ai décidé. Je conduirai l'embuscade prévue pour cette nuit sur la piste de Temzerit, avec les 6 harkis. Je pense ne courir aucun risque particulier, et à notre retour, j'espère que la mentalité des uns et des autres aura changé. Inch'Allah. Je vous accompagne. Je ne vous laisserai pas partir seul avec eux. Il n'en est pas question. Merci de jouer à l'ange gardien. Je démarrerai à 23h, retour à 2h. Mot de passe étincelle. Vous pouvez disposer. Voyant qu'il n'y a plus à discuter, il part en grommelant. Après le repas du soir, je remarque un intérêt particulier chez les soldats. Il y en a même un qui me glisse dans l'oreille. Chatoise a trop parlé. Vous êtes gonflé, mon lieutenant, d'y aller seul avec eux. Ce n'est pas ton problème, mon petit. Plutôt téter ton biberon. Il s'en va rejoindre les autres, vexé comme un pou. À 23h, les harkis sont prêts. Le MAS 36 à la main. J'ai mon PM et mon étui porte-grenade est plein. J'ai toujours conseillé à tous de porter une DF, grenade défensive, accrochée par la cuillère sur une poche haute de la veste de treillis. Les rebelles ne font pas de prisonniers, alors il n'y a qu'à dégoupiller, et tout saute, ça va vite. C'est mieux que de se faire égorger et couper les couilles. Certains m'imitent et espèrent, comme moi, qu'ils n'auront jamais à le faire. Du reste, aurais-je, le cas échéant, le courage de tirer sur le petit anneau? J'en suis pas si sûr. Je referme cette parenthèse funèbre. Bien, faut y aller. J'ouvre la marche comme d'habitude, avec une sensation glacée dans le dos. Aurais-je peur? Sans doute un peu. Pour une fois, au lieu de l'indifférence générale qui accompagne une sortie, tout le poste est là pour nous regarder partir. Ils vont finir par ébranler mes convictions. Notre petite troupe progresse sur le côté droit de la piste le long de la ligne téléphonique. C'est sa protection qui est l'objectif de notre sortie. Je sens comme palpable la présence de ces fusils chargés derrière mon dos. Au bout d'une heure, je lève la main et nous nous embusquons derrière des rochers ou des arbustes dans l'attente d'un éventuel sabotage. Les 6 silhouettes sont parfaitement camouflées. Les minutes passent et me lavent petit à petit de cette peur larvée que j'éprouvais à l'idée de recevoir une balle dans le dos. Rien ne se produit. C'est l'habituel concert des animaux de nuit.
cris stridents des chacals, ululements des chouettes. Le bruit lointain du groupe électrogène de Timzirit me parvient par bouffées. Le moment du retour arrive, je donne le signal de lever l'embuscade, et dans la même formation, nous regagnons nos pénates. Étincelle nous ouvre le cheval de Frise. Il est 2h30 et il est grand temps d'aller au lit. Surprise, quand je pénètre dans la cour du poste, ils sont tous là dans la nuit, comme si de rien n'était, par petits groupes, discutant à voix basse. Dans la minute qui suit, ils regagnent leur mechta. Je ne fais aucune réflexion. J'ai bien compris que les petits gars n'ont pas voulu aller dormir avant de m'avoir vu rentrer sain et sauf. Je fais un signe de remerciement à Chatoise, qui branle du chef. Comme je vais pénétrer dans mon gourbi, si Ahmed me prend par le coude et murmure « C'est bien, toi y as montré que tu as confiance en nous. Vive la France, mon lieutenant. » Je trouve qu'il en rajoute un peu, mais ces mots-là sont comme ça, plutôt ces gens-là. C'est la mentalité orientale. Je sombre rapidement dans le sommeil. Un ange passe en tenue de combat. Je tressaute. Un rat vient de me courir dessus. Je le chasse d'un geste de la main et je me cogne contre le boîtier chargeur replié de mon PM, car nous dormons avec nos armes. Martine, elle, dort avec sa peluche. Le rat continue. Je me débats dans un demi-sommeil. Saloperie de bestiole. Le rat me répond « Mon lieutenant, un message radio urgent, opération. Réveillez-vous. » Les yeux fatigués par le sommeil, je m'empare du papier et allume une lampe de poche toujours par terre à portée de ma main et je lis. Opération Ruby. Débute 8h. Unité engagée 9e RIMA et régiment de chasseurs. Mission de la dunette marron. Se porter. Village. Oussaïden. Ratissage au axe Tuxal, Oussaïden. Marron 3 et 4 rejoindront Tuxal en GMC. Marron 2 à pied, fouille minutieuse d'Oussaïden. Ordres complémentaires parviendront ultérieurement. Réseau radio Canal 6. Aspirant Paris, nouvellement affecté, suivra en observateur. Du coup, je suis complètement réveillé. Il est 5h30, personne n'a beaucoup dormi. Je n'ai pas le temps de lambiner, ça urge. J'entends un convoi de GMC phare allumé passer sur la piste. L'opération semble importante, mais elle manque de discrétion. Un véhicule débarque, mon aspirant observateur, que la sentinelle prévenue laisse passer. Chatoise, en bon professionnel, s'active et met la première section sur pied de guerre à grands coups de gueule. Quant à moi, il me reste juste 2 heures pour rameuter le reste de la compagnie sur Tuxal. À cet instant se pointe mon observateur. Aspirant Paris, mon lieutenant. Il est tout beau dans sa tenue de combat neuve. Elle n'a pas encore été usée par le crapahut. L'étui en cuir de son Mac 50 semble avoir été ciré. Il a fière allure, le petit nouveau. Salut, Paris. Tu arrives au bon moment. C'est sans doute ta première opération. Absolument, mon lieutenant. Je suis affecté depuis 2 jours au bataillon et le capitaine Vaillant m'a donné l'ordre de me joindre à vous, pour voir, comme il me l'a dit. Bon alors, tu me suis de près. Tu ouvres les yeux et les oreilles et tu fais gaffe, car on ne sait jamais où l'on met les pieds. Première leçon, tu enlèves tes galons métalliques de patte d'épaule. Tu les mets dans ta poche. Ils brillent au soleil. Et les felouses préfèrent descendre un officier plutôt qu'un soldat. Tu achèteras un galon de poitrine en tissu plus tard. Le téléphone de campagne sonne, c'est le capitaine Vaillant. Sous-lieutenant Fortu,
Mes respects, mon capitaine. Paris, immobile et tout oui. Fortu, le reménage de véhicules sur la piste est voulu. Il doit inciter les Felouses à se replier vers le sud, vers Oeisden, qui est dans le No Man's Land. Depuis hier soir, le 1er et le 2e bataillon, ainsi qu'un régiment de chasseurs, se sont mis en place à 3 kilomètres plus au sud d'Oeisden, sur plusieurs kilomètres, et forment une nasse dans laquelle ils devraient se faire prendre. L'OR du secteur a eu des renseignements crédibles au cours de l'interrogatoire d'un prisonnier. Donc vous déployez vos 4 sections directement Oeisden, que vous fouillerez minutieusement. Rendez compte par radio au fur et à mesure sur Canal 6. Bien compris? Terminé. Affirmatif, mon capitaine. Je démarre à 8h pile. Je sors dans la courette du poste avec Paris qui me suit comme mon ombre. Il ne dit rien, il a l'air impressionné, c'est sa première opération. Buvons un jus bien chaud. On a le temps, il fait encore nuit. Je retourne dans ma mechta tandis que les hommes s'activent. Je soigne mon armement devant Paris qui n'en perd pas une. À la lumière de ma lampe de poche, je repère au mieux Oeisden sur la carte. C'est un long village qui s'étend environ sur 800 mètres, sur la ligne de crête parallèle à la nôtre, plein sud vers le Djurdjura. Il a été détoité en son temps et fait partie de la zone interdite. J'y ai encore jamais mis les pieds. Dehors, j'entends le piétinement et les jurons étouffés des soldats mal réveillés qui s'équipent. 2 GMC escortés par un half-track déchargent Marron 3 et 4 à l'entrée du village. Je demande par 336 à Barnier et à Mazu de m'attendre sur place. Il est 7h30 lorsque Marron 2, à son tour, essoufflé, nous rejoint. Je donne l'ordre à Chatoise de se tenir prêt. Ça fait bien du monde à commander. Je rejoins la piste avec Marron 1. Paris, sur mes talons, ne pipe mot. Dans le jour levant, ma centaine de guerriers, car il y a aussi les 4 Arcas, me donne l'impression d'être à la tête d'une petite armée. Faut-il encore arriver à diriger l'ensemble correctement? J'appelle à la radio les 4 chefs de section qui arrivent au pas de gymnastique. Je leur explique notre mission, le dispositif du Krapahut. Le jour s'est complètement levé. Peu d'activité visible dans Tuxal. Le bruit des convois et nos préparatifs ont dû inciter les gens à rester chez eux. C'est compréhensible, ils font le gros dos. Une fusillade lointaine nous parvient. Mon poste radio crachote. Vers 1 à vers autorité. Avons abattu 2 fuyards, 2 armes de guerre récupérées, terminé. Le 1er bataillon a ouvert les hostilités. Pour une fois, on va peut-être les coincer. Et je pense très fort à mon pauvre camarade Baron. Je donne le signal du départ. Les 4 sections en ligne à vue plongent dans les broussailles en direction de l'oued. Oeisden est en gros à 4 kilomètres sur l'autre crête face à nous. Je l'observe à la jumelle. Rien ne bouge dans le village désert au mechta sans toit. Ça va être long à fouiller. La progression se déroule sans problème. Je me doute que s'il y avait eu des rebelles dans ce secteur, vu le raffut de cette nuit, il y a belle lurette qu'ils auraient fui ou se seraient mis à l'abri. Je suppose que le commandement sait ce qu'il fait. Nous atteignons le fond de l'oued où coule un filet d'eau et les hommes avancent mécaniquement sur leur garde. Nous attaquons à présent la pente qui mène à la ligne de crête dans une végétation abondante où les épineux mettent à mal nos treillis. Des jurons fusent dans la bouche d'un porteur de FM gêné par le bipied.
On piétine, on trébuche, on transpire, car la pente est raide, mais pas l'ombre d'un rebelle en vue. Le premier bataillon a eu de la chance, mais le bilan est plutôt maigre. Nous débouchons à moins de 200 mètres de la première ligne de Mechta, en terrain dénudé. Faut faire gaffe. Je parle au 536. Marron 1, 2, 3, 4, de marron autorité. Progression jusqu'aux premières maisons. Précaution maximum. Marron 4 met 2 pièces en batterie sur l'élévation de terrain, à 50 mètres à droite du dispositif. Idem pour marron 1 à gauche. Un voltigeur par section, bien compris. Répondez dans l'ordre. Ce qu'ils font. En avant, chaque section met automatiquement en place un voltigeur de pointe qui progresse à une cinquantaine de mètres en tête. En terrain découvert, nous marchons tous courbés au maximum, enroulés autour de notre arme, le doigt sur la détente, offrant la cible la plus petite possible. Au moment où prévaut, le voltigeur de marron 1 arrive à la première mechta, il crie « Il y a une femme qui s'enfuit devant moi ». La suite demain. Vous pouvez vous abonner.